Bonjour, nous sommes ici avec les éditions France Agricole sur le plateau Village Semences et j'ai le plaisir pour cette première édition de parler biodiversité avec d'un côté Johanna Villeneuve-Chassé, vous êtes entomologiste à Flore Insectes et vous venez d'écrire le livre Biodiversité fonctionnelle aux éditions France Agricole, bien évidemment. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir également Jacques Loyat. Vous êtes agroéconomiste et auteur également aux éditions France Agricole. Donc, Monsieur Loyat, vous êtes un spécialiste de la biodiversité, mais qu'est-ce que c'est la biodiversité agricole? Alors, si je peux me permettre, bonjour, et d'abord merci pour cette invitation sur votre plateau. Effectivement, je suis en train d'écrire un livre pour les éditions France Agricole sur l'agriculture et biodiversité, donc ce qui est le thème qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par biodiversité agricole? Je me permets de regarder mes quelques notes qu'on avait préparées un petit peu ensemble. C'est la variété des animaux, des plantes et des micro-organismes qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'agriculture et la nourriture. Ça comprend la diversité des ressources génétiques et des espèces qui sont utilisées pour la nourriture, les fourrages, les fibres, etc. Ça inclut également la diversité des espèces non récoltées qui aident à la production, ainsi que les espèces que l'on trouve dans un environnement plus vaste et qui soutiennent les écosystèmes agricoles, pastoraux, forestiers et qui participent à leur diversité. Et pourquoi est-ce si intéressant de s'occuper de biodiversité et d'en parler? Voilà, donc c'est la question suivante qui me renvoie à un point de vue de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui prône la biodiversité. Alors je cite un certain nombre de recommandations qui sont faites par la FAO: augmenter la productivité, la sécurité alimentaire, la rentabilité, réduire la pression de l'agriculture dans les zones fragiles, les forêts, sur les espèces en danger, rendre les systèmes de production agricole plus stables, plus robustes et plus durables, contribuer à la lutte raisonnée contre les ravageurs et les maladies, préserver les sols et en augmenter la fertilité naturelle, ainsi que leur santé, etc. Donc c'est considérer que la biodiversité est important pour l'agriculture et pour sa sauvegarde. Et alors, est-ce qu'il y a des menaces? Quelles sont les menaces qui pèsent justement sur cette biodiversité? Alors, les menaces sont effectivement importantes. Je me permets de renvoyer à la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité des systèmes écosystémiques. C'est l'IPBES, Intergovernmental Platform. Bon, voilà. C'est le GIEC de la biodiversité qui a été créé en 2012, donc c'est assez récent. Mais cette plateforme intergouvernementale place les menaces qui portent principalement sur la modification de l'utilisation de l'espace. Et donc, là, on rentre dans un domaine un petit peu technique sur l'écosystème est formé de biotopes et de biocénoses. Bon, alors, un biotope, c'est un milieu de vie. Une biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants d'un biotope. Et donc, les menaces portent à la fois sur les biotopes, les habitats, par l'artificialisation, par l'infrastructure, l'urbanisation, etc., les milieux, la transformation, déboisement, des forêts, assèchement des zones humides. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on pourrait bien évidemment beaucoup plus développer ces aspects-là. Je sens que vous pourriez en parler pendant très longtemps, Jacques. Non, et puis les biocénoses, quand même, je vais terminer là-dessus. C'est l'ensemble des êtres vivants d'un biotope, et donc il y a des menaces qui pèsent sur ces biocénoses. C'est des politiques économiques et commerciales, transport, surpêche, surcharge, braconnage, mobilité, etc. Et des changements dans les conditions environnementales, température, pollution, érosion, démographie, ou encore des catastrophes, incendies, marées noires, glissements de terrain, etc. Et on l'a vu bien évidemment, notamment dans la forêt amazonienne, avec les incendies qui ont détruit la biodiversité et les écosystèmes dans ces milieux très riches en biodiversité.
Alors, la biodiversité, vous l'observez vous aussi, Johanna, mais sous un autre aspect, par rapport aux insectes. Vous êtes une spécialiste des insectes et vous regardez surtout comment ces insectes peuvent diminuer l'utilisation des intrants et en particulier les phytosanitaires. Donc, pourquoi ces insectes peuvent-ils être une menace ? Alors, c'est vrai que on va dire, une image assez négative des insectes, parce qu'en fait, on les connaît surtout en tant que nuisibles. Hein. C'est souvent le terme qui est cité pour décrire en fait un insecte. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement plutôt aux insectes qui sont utiles. Mais voilà, ils vont manger justement les insectes dits nuisibles. Et en fait, ce qu'on voit dans la diversité des insectes, c'est que seulement moins de 2% des espèces d'insectes sont dits nuisibles. Et donc le reste est plutôt, on va dire, utile dans le fonctionnement déjà des écosystèmes ou des agroécosystèmes. Et donc ils peuvent être à peu près neutres, on va dire, pour l'agriculteur en lui-même, mais il est essentiel dans l'équilibre des agroécosystèmes. Et puis, il y a ceux qui sont réellement utiles. Donc, déjà, beaucoup d'agriculteurs connaissent les pollinisateurs, mais il y a aussi donc, les prédateurs des nuisibles, donc, qui sont très, très variés, très, très diversifiés. Et alors, pourquoi font-ils autant de dégâts sur les plantes cultivées ? Les prédateurs, donc. Les insectes nuisibles. Voilà. Ouais, les phytophages, on va dire. Ce sont donc les consommateurs de plantes, donc les graines, les tiges, les feuilles ou les fleurs. Parce qu'en fait, on leur offre leur habitat, donc leurs plantes hôtes, hein, en l'occurrence. Et donc, c'est le paradis pour ces plantes-là. On leur offre ce qu'il faut. Et donc, ils rentrent quand même en compétition avec, évidemment, la production humaine. Et donc, avec l'homme. Donc, certains agriculteurs parlent plutôt de compétiteurs. Et voilà. Et donc, on va essayer plutôt de réguler ces populations de compétiteurs. Voilà. Et comment ça fonctionne justement pour réguler en fait ces compétiteurs et pour mettre en avant les insectes utiles? Eh bien, il faut bien connaître la bioécologie, donc leurs besoins en fait aux insectes auxiliaires. Donc, ce qu'on dit, ceux qui sont utiles. Connaître leur cycle bioécologique en entier et ce qu'ils ont besoin comme habitat. Donc c'est là qu'on voyait, il y a la dégradation des biotopes, donc des habitats, et donc ce qui pourrait expliquer la diminution de beaucoup d'insectes, et notamment ces insectes qui pourraient être utiles. Donc on travaille avec les agriculteurs pour apporter des habitats qui sont essentiels au cycle biologique de ces auxiliaires. Donc il faut bien les connaître, on les liste. Donc ce qu'on fait en fait, on travaille, on va lister sur telle ou telle culture les phytophages qui sont présents, les compétiteurs, et on regarde quels sont leurs ennemis naturels. Donc, par exemple, chez le puceron, on a les coccinelles, différentes espèces de coccinelles. Il y en a qui interviennent plus tôt, d'autres plus tard. Et qu'est-ce qu'elles ont besoin dans leur habitat? Mais il y a aussi les cirques, les chrysopes, les punaises prédatrices, les parasitoïdes. Donc, énormément d'espèces. Et donc, en fait, on va diversifier le milieu. Et on va apporter différents types d'habitats pour pouvoir les garder toute l'année et qu'ils puissent intervenir le plus tôt possible. Jacques, on voit il y a plein de petites bêtes qui sont très importantes et donc il y a une multiplication d'insectes qui sont importants pour l'agriculture et qu'il faut bien connaître de manière à la protéger et à l'aider. En revanche, la modernisation agricole, elle a fait beaucoup de mal en fait elle a fait beaucoup de mal à cette biodiversité. Donc il y a des efforts d'un côté, formidables, et puis il y a la modernisation agricole qui en ont fait qu'à sa tête. Alors cette modernisation agricole s'est faite dans les années 60 et ultérieurement dans le cadre d'une intensification des productions.
Donc c'est une agriculture intensive. Alors je pourrais dire en quelques mots, c'est une agriculture intensive qui a privilégié la monoculture, qui a privilégié l'amélioration génétique d'un nombre limité d'espèces. Donc on va rejoindre ces préoccupations, ces questions de biodiversité, et la recherche de rendements élevés par des apports massifs d'engrais et de pesticides. Donc les agrosystèmes modernes sont fortement artificialisés et l'environnement y est considéré comme quasiment extérieur au système. Ça, c'était l'approche qui était développée largement dans cette agriculture intensive. Donc les effets, c'est, si je résume, perte de biodiversité, dégradation des sols, pollution des eaux, une trentaine d'espèces qui satisfont 95% des besoins alimentaires, 4 espèces, riz, blé, pommes de terre, couvrent plus de 60% des besoins énergétiques, et une quarantaine d'espèces domestiquées de mammifères et d'oiseaux, dont 14 fournissent 90% de la population mondiale. Donc là, on a une concentration extrêmement forte et qui va avoir des effets sur la biodiversité. On aborde les quelques minutes et je vais vous demander à l'un et à l'autre de conclure. La biodiversité, quelles sont les synergies entre agriculture et biodiversité? En une minute, Jacques. Alors en une minute, c'est la synergie entre agriculture et biodiversité, il faut la retrouver, et je dirais que c'est le principe d'une agriculture performante, productive, fondée sur l'agroécologie. C'est l'agroécologie qui va être, donc je pense que vous allez peut-être le vecteur de cette nouveauté, de cette rénovation. Rénovation, et donc ça veut dire qu'il faut revoir les pratiques. Alors je ne rentre peut-être pas dans le détail. Et donc les pratiques, finalement, Johanna, c'est avec les insectes auxiliaires, en fait, c'est une manière de régénérer justement cette agriculture. Et oui, en fait, je travaille avec les agriculteurs justement pour... on travaille ensemble pour essayer d'augmenter cette biodiversité, alors qu'il soit plutôt utile, on va dire, pour l'agriculteur. Mais on valorise cette biodiversité, on travaille ensemble, ils travaillent sur les aménagements qu'ils vont mettre en place, donc sur le paysage, et ils se sentent vraiment acteurs de la préservation de la biodiversité. Ce ne sont pas que des naturalistes, des écologues, mais eux, ils sont les principaux acteurs de la préservation de la biodiversité, puisqu'en fait, ils sont gestionnaires de la plupart des terrains qu'on retrouve dans le monde, mais en tout cas ici, chez nous en France, dans les campagnes. Vous travaillez donc avec eux. Et vous, là aujourd'hui, en quelques mots, mais on n'aura peut-être pas le temps, quel est votre espoir justement? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Je ne sais pas si on parle d'espoir, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les agriculteurs sont très très motivés pour préserver la biodiversité. Ils n'avaient pas forcément les éléments, la connaissance pour ça, mais quand on commence à leur en parler, ils s'y intéressent vraiment. Et quand on commence aussi à travailler avec eux sur des territoires, on voit que ça fait des petits. Et après, tous les agriculteurs se mettent ensemble, des voisins et tout ça, à essayer d'améliorer leur paysage parce qu'ils en font partie. Et puis, ils voient aussi que ça peut profiter pour leur rendement, sur leur protection des cultures. Hein. Il y a des résultats très intéressants. Et puis aussi pour leurs loisirs, les enfants, au niveau de différents types de loisirs qu'ils peuvent pratiquer avec leurs enfants, justement. Merci Johanna, merci Jacques de nous avoir parlé de biodiversité. À bientôt. Merci.